Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Bonjour Mathieu, comment vas-tu? Ça va, Raph? Et toi, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Très content de te retrouver et de vous retrouver vous aussi pour ce nouvel épisode ensemble. Euh, on a commencé les 2 dernières semaines à travailler avec vous sur le livre Toxic War on Masculinity, un livre qui parle des défis euh, pour les hommes à notre époque. Et c'est quelque chose qui est vraiment utile pour nous les hommes et pour les femmes, pour identifier aussi ce à quoi les hommes sont confrontés aujourd'hui. On étudie ce livre dans le but de développer notre apologétique culturelle et notre résistance culturelle pour apprendre à vivre d'une manière qui plaît à Dieu dans un monde qui lui est hostile. Et ensemble, ce qu'on veut, c'est vraiment vous équiper à travers ces lectures-là pour vous donner des outils pour ça. Et en fait, on s'est dit que c'était intéressant de basculer, d'étudier ça en parallèle avec un autre livre qui est vraiment aussi un ouvrage euh, très utile pour comprendre, décoder la culture dans laquelle on vit. Mais avant d'en parler, euh, je vous rappelle, comme d'hab, que vous pouvez vous inscrire à notre podcast, vous inscrire à TPSJ, à la chaîne YouTube, et que vous, comme ça, vous ratez rien. N'hésitez pas à partager, à mettre à liker, etc. Bref, ça nous permet chaque fois, hein. Liker, etc., tous ces trucs-là. Ouais, voilà, etc., etc. Ça nous permet de soutenir TPSG, sa visibilité, le partager à vos amis aussi, à les encourager. Et puis aussi, vous le savez, tout ce qu'on fait sur TPSG, c'est gratuit euh, pour vous, mais ça a un coût. Et donc, vous pouvez aussi soutenir TPSG qui n'existe que grâce aux personnes qui nous donnent pour financer ce qu'on fait. Donc, merci à vous. Vous avez tout dans la description de l'article sur le site où il y a l'épisode ou dans la description sur YouTube. Voilà. Et sachez d'ailleurs que si vous nous écoutez sur YouTube, que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes euh, qui existent, possibles, imaginables, hein. On est de partout, hein, je ne dis pas n'importe quoi. On est partout. On est partout et nulle part en même temps. C'est ça qui est super. On est invisible, on est un peu des ninjas. Voilà. On nous voit, on me voit plus. Là, on me voit plus. La ref, c'est dans, c'est dans Mission Cléopâtre. Ouais. Euh, c'est Marina Foïs, je crois. Je sais plus qui est ça, là, qui fait l'espionne. Bon, bref. Euh, donc, le livre en question, c'est celui-ci. Voilà, on voit pas du tout. C'est flou. C'est celui-ci. Non, pourquoi il est flou? Il est flou ou il est pas flou? Mets-le de côté comme ça, on voit bien. Mets-le sur la tranche comme ça, on voit bien le nombre de pages. Voilà, ah oui, comme ça on voit le nombre de pages. Oui, oui, donc c'est un pavé. En anglais, c'est donc The Rise and the Triumph of the Modern Self de Carl Truman. Un livre dont on a parlé déjà pas mal de fois dans Memento Mori. On a évoqué et on avait dit que ce serait cool de faire des épisodes dessus. Et là, bah, on s'est dit, on se lance. Notre objectif en parcourant le livre avec vous, bah, c'est écrit en anglais, c'est volumineux, il y a un coût cognitif important à se lancer dans l'aventure de la lecture d'un livre comme celui-ci. Et nous, comme des fidèles doulos, nous l'avons fait bah, déjà pour nous-mêmes et puis aussi pour partager, Pour mettre à la cause. votre pour la cause, voilà, Pour la cause du maquis. pour le maquis, partager l'ouvrage pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Il y a une version, ce qu'on appelle un shorter, une version plus concise qui est parue en anglais. Voilà, ça serait génial qu'un tel ouvrage soit traduit en français. Peut-être le shorter, j'imagine que c'est pas rentable de publier, J'imagine de que le travailler. shorter est en train d'être traduit.
Ouais. Et je ne sais pas si tu avais vu, mais ça m'a fait tilt après, c'est qu'il est, ce livre, il y a une préface de Rod Dreher. Mais oui. Et oui, et donc j'avais pas vu, on avait bien aussi apprécié ce qu'avait fait Rod Dreher. Donc voilà, ce livre, on va le D'ailleurs, parcourir ensemble. Ouais, il faut qu'on l'invite, une fois qu'on a publié le manifeste, faut inviter Rod Dreher. ouais, ce serait top. Ce serait top. Euh, donc voilà, un livre utile. On va le parcourir ensemble en vulgarisant, en illustrant et en creusant aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de creuser un petit peu les implications pour nous ici, là où nous sommes. On va vous présenter le livre dans un premier temps, vous expliquer quel est le but de l'auteur. Et ensuite, on va, dans cet épisode, voir la première partie enfin, le premier chapitre du livre, et on va parcourir comme ça à chaque fois un chapitre. On va alterner, hein, comme je le disais, avec le livre Toxic War là, de Nancy Pearcey sur ça, comme ça. Voilà. Mais vous pouvez suivre après, soit juste par livre, soit vous pouvez suivre la globalité. Vous allez voir, il y a des liens entre les deux qui sont évidents. Et on espère vous donner des concepts clés, des outils conceptuels pour vous aider à mieux comprendre ce qui se passe, à ne pas vous faire berner par les rhétoriques qui peuvent y avoir autour de vous, mais de pouvoir un petit peu prendre du recul et être armé, endurci face aux discours qui peuvent nous être servis dans les médias, dans la culture, pour pouvoir y répondre et vous positionner et montrer comment voilà, l'évangile aussi est la réponse au sujet. Donc ce livre, Matt, de quoi nous parle-t-il, si on voulait le présenter un petit peu, le pitcher? Ce livre, en fait, il nous parle d'une révolution dont on voit l'aboutissement depuis quelques années, mais qui prend racine dans un contexte plus large et plus ancien. Et en fait, le livre est et l'investigation des changements qui ont amené, c'est ce que Truman dit dans son intro, c'est comment ça se fait qu'on est arrivé à un moment donné où c'était non seulement OK de dire, mais normal et encouragé, plébiscité, de dire je suis une femme enfermée dans un corps d'homme. Et donc ce livre, justement, il va euh, tisser un petit peu la toile, il va un peu tirer le fil de tous les changements qui ont été opérés dans les siècles précédents concernant la définition du moi. En fait, c'est un livre qui vient donner une théorisation et un cadre conceptuel pour penser tous les changements qui ont abouti à ce que l'auteur appelle le modern self, le moi moderne ou le soi moderne, c'est-à-dire cette définition si particulière aujourd'hui de ce qui constitue notre identité. Et donc, il commence en disant, bah, euh, ce qu'on voit ici, ce qu'on est en train de vivre ici, c'est pas juste le résultat de quelques décennies. C'est-à-dire, il faut pas juste remonter à la révolution sexuelle pour pouvoir expliquer ce qu'on est en train de vivre dans nos sociétés. Il faut aller bien plus en avant dans l'histoire, avec un changement beaucoup plus large et beaucoup plus profond, qui vient toucher à des fondamentaux euh, qui n'avaient jusque-là pas été redéfinis, en tout cas pas de cette manière. Notre compréhension du but de la vie, du bonheur et de notre identité. Ce qui Euh, est, ce Vas-y. qui est, je trouve, remarquable, juste pour être juste dans la présentation générale, c'est quelque chose qu'on ne fait pas trop en français, où on a des approches qui vont être soit uniquement conceptuelles d'un certain sujet, où on fait de l'histoire. Je sais que les anglo-saxons font beaucoup de ça, hein, la question de l'histoire de la pensée, history of thought, comment la pensée s'est développée sur un sujet. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il arrive à nous montrer comment
différents penseurs au fil du temps ont été chacun un barreau de l'échelle qui a permis aux autres de grimper dessus, qui ont posé des concepts qui ont permis à d'autres penseurs ensuite d'arriver et d'établir de nouveaux concepts sur ceux qui existaient dans la compréhension du moi. Pour tout ça, pour aboutir jusqu'à la question aujourd'hui de la, de, de la problématique LGBTQ et la question de la transidentité en particulier, où il explique en fait sans tout un background préexistant conceptuel, on ne pourrait pas arriver aujourd'hui à cette... sans l'histoire, sans étudier l'histoire de la pensée, son évolution, on ne peut pas comprendre comment c'est possible aujourd'hui de soutenir qu'on peut être justement un homme enfermé dans un corps de femme ou inversement, et que ça fait du sens. Une telle pensée ex nihilo qui émergerait comme ça il y a quatre siècles, on aurait dit que la personne, elle est folle alliée, en fait, que ça n'a aucun sens, qu'il n'y a rien qui permet dans la société, il n'y a rien qui permet aux gens de soutenir une telle affirmation, comme si moi, aujourd'hui, je disais que je suis en fait un alien croisé C'est bien ce que je pensais. voilà, croisé avec une fourchette. Voilà, ça n'a fait aucun sens, ça ni queue ni tête. Voilà. J'aurais plus dit cuillère, mais je sais pas Ouais, pourquoi. ouais. C'est à cause de l'arrondi de mon crâne. Exact. Ouais, c'est ça. Et vraiment, ce qu'il veut mettre en avant, Truman, pour commencer, c'est que nous, on a tendance à regarder que le haut de l'iceberg. Euh, et je pense qu'en général, euh, c'est un manque, c'est-à-dire on manque de connaissances dans l'histoire des idées. Sur les idées, elles apparaissent jamais dans le vide, comme tu as dit. Mais du coup, sur quoi elles prennent appui? Et du coup, on peut remonter un fil de pensée comme ça. Et c'est ce que fait Truman. Et il nous met aussi en garde contre deux dangers. Et je pense que c'est deux dangers que l'on retrouve beaucoup dans la discussion et dans le discours chrétien. La première, c'est une simplification à outrance. Il dit qu'il faut faire attention à ne pas réduire les facteurs à la seule question du péché. C'est-à-dire un peu le péché comme la carte Joker. Pourquoi on en est là? Bam, bah, à cause du péché. D'accord, en fait. Ultimement, oui, mais une fois qu'on a dit ça, on a rien dit. Et j'aimais bien l'exemple qu'il donnait quand il demandait à ses étudiants est-ce que le 11 septembre, les tours du World Trade Center se sont effondrées à cause de la gravité? Oui, oui, c'est ça. Euh, oui, mais en fait, quand on dit ça, on dit rien des causes qui ont mené à ce désastre. Oui, oui. Donc, c'est vraiment euh, il est en train de remonter un petit peu, il fait un peu le Dr House, tu vois, du modern self pour C'est remonter les ça. causes et bien identifier aussi les symptômes. Et justement, il disait un autre danger, ce serait un traitement isolé des symptômes. Et c'est euh, en traitant juste les symptômes, on isole les symptômes justement de l'histoire, de la pensée et d'un contexte plus global. Euh, et on, et parfois, on a juste quelque chose et on se dit, mais d'où ça vient? Mais en fait, on n'a pas regardé que ça faisait, tu vois, que ça faisait des semaines que le volcan il grondait, etc. Et on croit que l'éruption, on ne fait pas le lien entre l'éruption et puis ce qui se passe au niveau géologique depuis des semaines, des mois, des années ou des centaines d'années, quoi. Et donc, il dit, il n'y a que en regardant dans le passé qu'on peut bien comprendre le présent. C'est ça. Moi, c'est vraiment, je l'avais dit dans des articles que j'avais fait, ce livre et le livre de Charles Taylor sur l'âge séculier ont été deux vraiment livres euh, qui m'ont peut-être le plus aidé toutes ces dernières années à mieux comprendre le monde dans lequel je vis. Charles Taylor à l'échelle macroscopique, c'est quoi une société sécularisée, et lui, la compréhension de l'individu, comment les individus se comprennent et comment on se comprend aujourd'hui. C'est vraiment les deux livres qui m'ont le plus aidé. Et ce que je trouve brillant chez Truman, c'est qu'il fait quelque chose qui est très périlleux, c'est qu'il va appeler plein d'auteurs
chaque auteur, chaque penseur développe ses propres concepts. Et des fois, en fait, on peut vite mal interpréter les concepts et en fait passer d'un concept à l'autre en créant une confusion entre les choses et ne pas laisser le concept dans son contexte et en fait arriver à faire dialoguer les différents concepts qui ont émergé au fil du temps et montrer comment ils se sont nourris les uns les autres. Je trouve que c'est brillant d'arriver à faire ça sans tomber dans une confusion intellectuelle où on mélange un petit peu voilà, les différents concepts et au final, il ressort une espèce de bouillasse où on a du mal à comprendre là où en veut venir l'auteur. Il avait Ouais, gagné l'Awards euh, du bouquin là, par la TGC aux ouais. États-Unis. Et en fait, il a aussi été plébiscité dans le milieu académique euh, sur cette question-là de comprendre en fait sur la question du moi moderne par les non-chrétiens aussi, justement à cause de la rigueur du Hmm. raisonnement. Alors, c'est pas un livre qui parle beaucoup de ce que doivent faire les chrétiens, de ce que doit faire l'Église. C'est pas un ouvrage pastoral, ni même un ouvrage apologétique pour défendre la vision chrétienne de la chose. C'est vraiment un ouvrage, je pense, comme tu le disais, hein, un peu d'un clinicien qui va expliquer, d'un médecin qui va expliquer d'où viennent les symptômes et tout le mécanisme, quoi. C'est vraiment de l'ingénierie, hein. Il a décortiqué dans le temps d'où viennent les choses pour nous aider à comprendre. D'autres bouquins répondent à l'objectif apologétique ou pastoral, mais en tout cas, celui-là, finalement, est utile pour pouvoir construire une apologétique qui soit pertinente et d'avoir une pastorale aussi vraiment intelligente et pas simpliste aussi, je pense, derrière. Ouais. On attaque le premier chapitre? Ouais, tout à fait. Peut-être qu'on peut dire encore un mot sur la question de la révolution sexuelle qui est souvent un petit peu convoquée pour expliquer dans notre culture pourquoi aujourd'hui on a la question de l'homosexualité est totalement admise, la sexualité hors mariage est devenue la norme. Le fait même d'avoir des enfants hors mariage est devenu la norme. La question de comment s'est répandue la pornographie, comment c'est développé avec une telle facilité, une telle rapidité toute la question de la transidentité. Euh, Souvent, ce qu'on convoque, c'est la révolution sexuelle des années 60, qui est venue un petit peu pour libérer ça. Mais ce que lui, il veut démontrer, c'est que ces changements-là, comme tu le disais, reviennent à beaucoup plus loin. Et qu'en fait, d'expliquer ça par la révolution sexuelle, c'est faire l'économie d'une réflexion qui permet de mieux comprendre en fait les causes de la chose. Et en fait, la révolution sexuelle, finalement, elle-même n'est qu'un symptôme qui a pu aboutir, la révolution sexuelle n'a pu aboutir que parce qu'elle a été nourrie d'une conception de l'identité de la sexualité, qui est ce moi moderne aujourd'hui, et que en fait, il faut revenir aux bases de ça. Et donc, l'idée dans la première partie du livre, qu'il va développer. Et donc, dans le premier chapitre, qui est la question de la réimagination du moi, c'est qu'il va essayer de démontrer en gros quelle est l'architecture conceptuelle qui a permis de soutenir la révolution sexuelle. Quelles sont les choses qui ont permis de rendre la révolution sexuelle possible. Et la première chose qu'évoque Truman, c'est le concept de l'imaginaire social, qui est un concept de Charles Taylor, qu'il développe justement dans L'âge séculier et après dans un autre livre qu'il a écrit sur l'identité qui est, j'ai oublié le titre en anglais, aux sources du moi en français, traduit aux sources du moi en français, qui fait un petit peu le même travail que Truman. Et donc, c'est la question de l'imaginaire social. En fait, l'imaginaire social, c'est ce qui permet de dire, mais en fait, comment les thèses des élites sociales
qui se développe dans les. Si on prend la question, par exemple, toute la question de la théorie du genre, etc., sont des thèses qui se développent à la base dans le milieu universitaire et dans une certaine élite culturelle du pays, d'une société. Comment ces thèses-là peuvent-elles être euh, euh, prises pour acquises, comment les gens peuvent totalement y adhérer, y souscrire, sans en fait avoir lu tous ces penseurs-là. Comment tu as plein de gens aujourd'hui qui se définissent, ça tu peux le développer, tu as plein de gens qui se définissent aujourd'hui comme étant socialistes ou marxistes, mais qui n'ont pas lu Marx. Tu as plein de gens qui vont se définir comme des capitalistes, mais qui n'auront pas lu toutes les théories du capital. Tu vas avoir plein de gens qui vont se définir justement, qui vont souscrire aux thèses LGBT, mais qui n'ont pas lu Judith Butler et consorts, qui sont les grands théoriciens de tout ça. Eh bien, il va nous expliquer, Truman, que le concept d'imaginaire social est un concept qui nous permet de comprendre ça. Et donc, Charles Taylor définit l'imaginaire social comme une compréhension commune des gens qui rend possible des pratiques communes et un sentiment de légitimité largement partagé. Et donc, l'imaginaire social, ça va être la manière dont les gens pensent le monde et comment ils l'imaginent, hein, c'est d'où le nom d'imaginaire social, qu'il doit être et comment ils vont finalement se comporter dans la société instinctivement. Et donc, ce que Taylor veut exprimer, c'est que la plupart des croyances des gens ils y adhèrent de manière non pas qui découle, qui est le fruit d'une étude poussée d'un sujet, de concept, d'une théorie, d'une vision du monde, d'une philosophie, mais qui est de manière intuitive et par osmose, qui va leur être communiquée notamment par la culture, et que notre vision du monde, finalement, elle ne se construit pas sur une base d'une étude poussée, elle se construit finalement par osmose, par le bain social dans lequel nous sommes, et qui va nous communiquer finalement une culture. Et donc, ça va être, bon, on y reviendra sur d'autres concepts qui viennent aider sur la manière dont cette culture nous est communiquée, mais le bain social dans lequel nous sommes va construire un imaginaire social chez nous. Ouais, un exemple, euh, il dit quelqu'un qui accepte le transgenrisme ne le fait pas en vertu de ses convictions profondes sur la nature du genre et de sa relation avec le sexe biologique. Entre guillemets, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir affirmer, défendre ou prouver justement toutes les théories qui nous viennent de Butler et consorts sur la séparation entre la biologie et le genre, entre le corps physique et la construction du moi, mais plutôt avec l'idée qu'il est normal d'affirmer sa propre identité si cela ne blesse personne. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose de beaucoup plus intuitif, comme tu disais, et c'est peut-être une des différences avec la question de la vision du monde, où quand on parle de vision du monde, justement, on va euh, aller un petit peu en amont euh, et justement voir les valeurs qui viennent sous-tendre cet imaginaire social, que les gens prennent pour acquis, que les gens embrassent, sans forcément savoir ni pourquoi, ni d'où ça vient. Euh, et ça, je trouve que c'est important parce que euh, le plus souvent, en fait, on a affaire à des gens qui ne savent pas pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent. Euh, et nous, c'est ce qui va aussi nous intéresser, c'est de réfléchir à bah, pourquoi et comment les gens pensent ce qu'ils pensent, pour pouvoir aussi euh, adresser les bonnes questions. Et une fois qu'on a dessiné aussi cet imaginaire social, on n'est pas en train de se battre contre des moulins à vent. C'est comme après, il explique avec d'autres modèles de Philippe Rieff notamment. Mm. On est passé, il y a une rupture tellement grande on n'a plus les mêmes présupposés, et on ne partage plus les mêmes fondements fondamentaux pour parler du monde
de la même manière. On est passé à une autre vision du monde, complètement Ouais, différente. ouais. Euh, et donc, si on n'a pas conscience de ce dont est formé justement cet imaginaire social, on va employer un discours que les gens ne reconnaissent plus, quoi. Et Euh, ouais, et vas-y. juste sur cette question de l'articulation entre l'imaginaire social et la vision du monde, je bosse un petit peu là-dessus aussi, là, de mon côté. Euh, il me semble que quand on parle de vision du monde, on parle plutôt euh, à l'échelle individuelle, comment une personne voit le monde, ses valeurs, etc. Et que quand on parle d'imaginaire social, c'est quelque chose de collectif qui s'étend, en tout cas chez Taylor. L'imaginaire social, c'est le bain dans lequel tu vis, qui va te forger une certaine vision du monde qui va être personnelle. Et qu'en fait, euh, c'est cette notion d'osmose, de porosité, où souvent les gens pensent que leur vision du monde, ils la bâtissent à partir d'eux-mêmes. Et c'est un fantasme, hein. C'est vraiment un espèce d'humanisme qui est là où ça part de moi et c'est moi qui je crois ce que je crois parce que j'arrive moi-même et je vois le monde d'une manière qui m'est propre et qui est le fruit d'une réflexion plus ou moins consciente, mais qui m'appartient. Mais en fait, un Charles Taylor va dire que nenni. En fait, tu penses le monde selon le bain social dans lequel tu es. Et l'imaginaire social qui t'entoure va nourrir ta vision du monde. Donc ça, je trouve que c'est intéressant d'être conscient en fait que notre vision du monde, elle ne se développe pas à partir de rien, mais qu'elle emprunte inconsciemment un bain culturel dans lequel on vit et qu'il faut venir interroger, quoi. Ouais, et c'est justement un des, euh, un des paradoxes que va souligner Truman. C'est justement, ou en tout cas une question qu'il va poser, c'est euh, comment on peut ensemble partager suffisamment pour que chacun puisse définir lui-même la réalité. Mm, Et en fait, il faut qu'il y ait une espèce de reconnaissance mm, pour que ce que j'avance, ce que j'affirme, soit considéré comme valide. Et donc, il y a bien, comme tu le disais, une dimension sociale. mm, Et donc, là, c'est aussi tout l'enjeu de savoir, mais comment justement, socialement, on définit ce qui va pouvoir ou ne pas pouvoir être défendu individuellement. Et donc, comme c'est constitutif de notre réalité et de notre société, on ne peut jamais évacuer la question du social. Et ça, c'est ce que va aussi montrer Truman. ouais, ouais. Euh, Moi, j'ai beaucoup aimé la différence entre mimesis et poiesis, euh, donc qui vient de Taylor, et euh, qui résume deux manières différentes d'appréhender ou de penser le monde, avec une première vision qui est une vision mimétique, Mm. qui voit le monde de manière ordonnée et ayant un but. Euh, Ça, c'est intéressant. Je suis en train de préparer une étude biblique sur la création. Donc, je trouve que cette distinction entre mimesis et poiesis est ultra importante dans la définition justement de pourquoi c'est important d'avoir une bonne doctrine de la création. Et Mm. donc, dans la vision mimétique, euh, le monde est ordonné, le monde a un but. Et donc, moi, en tant qu'individu, mon objectif, c'est de découvrir ce but et de m'y conformer. Et donc, C'est je ça. dois m'inscrire dans quelque chose de plus grand que moi et je dois me soumettre, en quelque sorte, à un ordre qui me dépasse. Alors que la vision poétique, qui vient de poiesis, hein, ça veut dire œuvre, euh, voit le monde comme plutôt un matériau brut où chacun doit créer un sens et un but. Et donc, le sens ne m'est pas donné, et c'est pas quelque chose que je dois découvrir parce qu'il est extérieur à moi, mais au contraire, c'est quelque chose qui dépend de moi. Et c'est moi-même qui dois donner un sens et un but à ma vie, et c'est moi-même qui dois aussi déterminer le sens et le but du monde. Et donc Et là, c'est
Ouais, Ouais, juste dernier truc. Vas-y. Mais c'est aussi ton podcast, mais Oui, 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 mais c'est le nôtre, mais pas en même temps. C'est pas possible. c'est ça. Il y a un principe de non-contradiction dans le Voilà, c'est ça. podcast. Euh, là, on voit déjà aussi les bases de deux manières aussi de voir le monde, une manière transcendante et une manière immanente. C'est ça, C'est-à-dire j'allais qu'il y n'y a arriver. il n'y a que dans la version mimétique, elle implique une notion de transcendance. Elle implique que quelqu'un d'autre que moi et que plus grand que moi définisse ce qu'est le monde et comment il fonctionne. Mm, Alors que la version poétique ne peut s'inscrire que dans une version immanente, où mm. l'ordre du monde et les normes ne sont plus quelque chose qui est défini au-delà de la société auquel chacun doit se contraindre, mais plutôt à chacun de le définir. Et donc, C'est on ça. voit que euh, ça dessine déjà notre manière de vivre et notre manière de voir le monde, euh, définit un rapport au sacré euh, et aussi une métaphysique quelque part. Dire l'entreprise de redéfinir le monde et l'identité humaine, c'est une entreprise métaphysique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose d'absolument fascinant dans toutes ces questions, c'est que euh, cet imaginaire social, elle fait redescendre des questions les plus importantes à un niveau le plus trivial. Ouais. Euh, des, des- des- des questionnements qui ont habité l'humanité depuis le début et qui ont alimenté tous les discours de tous les grands philosophes et de tous les grands penseurs et de tous les grands mouvements, etc. Ouais. Et les fait redescendre de manière implicite dans des pensées et des pratiques dont ne sont même pas conscients ceux qui les bafouent ou ceux qui les balayent d'un revers de la main. Et elle est là la grande révolution. C'est que jusqu'à là, on avait au moins euh, euh, le, le- le- la clarté, tu vois, la clairvoyance de savoir ce qu'on était en train de faire. On est en train de redéfinir l'ordre du monde. Alors que là, en ramenant tout à soi, et ça c'est aussi ce que va développer plus tard Truman, hein, le repli des Lumières sur soi, en ramenant tout à soi, en fait, on réduit l'histoire du monde à soi. Et on réduit tout ce qui a fait, tout ce qui nous a construit, en fait. Et c'est ce et en fait ce basculement, alors à l'échelle, c'est ça qui est intéressant, enfin qui est brillant chez un gars comme Taylor, c'est qu'il a réfléchi à la chose à l'échelle macroscopique et microscopique. À l'échelle microscopique du moi, c'est cette question du mimésis et poiesis, hein, c'est vraiment de passer cette vision où je considère le monde comme ayant un ordre et un sens et je dois m'y conformer, quelque chose qui me dépasse, à la vision poiesis, là, qui est ben, que je considère le monde comme une matière à partir de laquelle moi, je vais créer un sens et un but. C'est quelque chose de neutre, un but. Ça, c'est à l'échelle individuelle qui vient rencontrer à l'échelle macroscopique la question en fait du cadre transcendant et du cadre immanent. Et en fait, ce qui explique Truman, c'est que justement, on est passé d'un cadre à l'autre, d'un imaginaire social à l'autre, du 18e au 19e. C'est vraiment le grand shift qu'il y a eu à ce moment-là. Souvent, les gens mettent la faute avant tout sur les Lumières, mais oublie qu'en fait, la plupart des hommes des Lumières n'étaient pas des athées, ils ne souscrivaient pas à un humanisme exclusif, comme ils veulent le développer plus tard, mais c'était des déistes Hmm. très souvent. Et en fait, ça a été étape par étape, et c'est vraiment ceux qu'on appelle les maîtres du soupçon, et on y reviendra au 19e siècle, qui ont entamé ce shift dans l'imaginaire social, où on est passé en fait d'une vision mimétique du monde à une vision poétique du monde. Euh, euh, et en fait, après ça, Man. Truman, donc l'auteur du livre qu'on voit ensemble, va exposer aussi moi, quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il va dans cette recherche-là, en fait, hein, on est toujours dans cette idée de dire comment on peut comprendre quelles sont l'architecture de cette révolution
sexuelle qui a pu aboutir et qui amène aujourd'hui, où en fait c'est un peu la queue de la comète, hein, tout ce qui se passe aujourd'hui. Comment on est arrivé à ça? Et lui, il explique qu'un des facteurs qui a favorisé la révolution aussi sexuelle, tout ce qui a permis tout ça, on ne s'y attendrait pas comme ça, c'est l'influence de la technologie. Et ça, à nous et à vous qui nous écoutez depuis longtemps, qui ne cessons de plaider que la technologie n'est pas neutre, que c'est pas du tout le cas, que la technologie est toujours un outil qui est là au service d'un dessin en particulier. Euh, Truman explique que le développement de la technologie et les révolutions industrielles aussi en particulier ont permis de soutenir cette vision, ce passage d'un cadre à l'autre, hein, d'une vision mimétique où le monde a un ordre et je dois m'y conformer, à finalement, en fait, le monde est quelque chose de brut et c'est à moi de le façonner à mon image. Et en fait, la technologie joue un gros rôle là-dedans. Et il explique que, en fait, l'homme, avant, dans un cadre transcendant et avant ce changement au 19e siècle, l'homme vraiment était soumis justement au monde qui lui était donné, qui était créé. Il devait vivre selon le rythme des saisons, il était contraint par les intempéries, etc. Il était à la merci des éléments. Et les progrès technologiques lui ont permis progressivement de prendre autorité sur le monde et d'en être beaucoup moins dans une relation contingente, quoi, où l'homme a réussi à manipuler, à soumettre finalement le monde. Et si on pense on ne se rend pas compte aujourd'hui, mais tous les progrès liés à l'irrigation, la fertilisation, les pesticides, et encore maintenant aujourd'hui la question des manipulations génétiques, les lumières artificielles pour intensifier tout ça. Enfin bref, on a arrivé grâce au progrès technologique à soutenir la thèse dans notre esprit que oui, le monde, c'est pas le monde qui dit qui nous sommes, mais c'est nous qui disent ce que le monde est, et de pouvoir faire plier le monde, euh, plier la géographie avec la question du développement des transports, où avant, te rendre à 10 km, c'était déjà une aventure. Mais aujourd'hui, tu traverses le monde avec une facilité toi, tu dépenses 0 calorie pour aller à l'autre bout du monde. Ça te coûte rien. Tu es même nourri dans le confort, etc. On a plié la géographie, on a plié le temps. On est capable de communiquer avec des gens qui sont à l'autre bout du monde, etc. On est maintenant dans une société de l'instantané. Et, et quelque part, finalement, tout ça permet de nourrir cette vision, cet imaginaire social que nous pouvons plier le monde, le conformer à notre volonté. Et il dit, le monde aujourd'hui n'a objectivement plus la place d'autorité qu'il occupait il y a 800 ans. Nous le considérons beaucoup plus comme une matière première que nous pouvons manipuler par nos propres moyens à nos fins. Ouais, avant, on était quelque part contraint par nos capacités limitées, justement, à rester dans ce cadre cadre moral et à ces normes. Et c'est tout le rapport à la providence, en fait, qui change. C'est-à-dire, Exactement. si je considère que les choses les plus basiques, comme ben, le temps, enfin la météo, sont dans les mains de Dieu, j'ai un rapport au sacré qui est différent, que je dis, bah, maintenant, j'ai plus besoin de Dieu, en fait, puisque je peux envoyer une sonde pour faire pleuvoir. Et donc, Dieu me sert plus à rien. Et aussi, il y a un changement, c'est-à-dire que le développement de la technologie, enfin, le rythme de développement de la technologie, fait que la morale est de fait euh, ce qui suit le développement technologique. C'est-à-dire qu'on n'a plus le temps maintenant de penser le développement avant qu'il arrive. Le Ouais. développement et les nouveautés arrivent avant, avant la morale ou avant la réflexion, dans tous les cas. Mm. À cela s'ajoute, c'est ce qu'il dit aussi un petit peu plus loin, mais qui ne lie pas forcément à ça, euh, que la technologie redéfinit le rapport à l'économie
et aussi à la morale. Et ça, on l'a vu dans les siècles précédents. Et je pense notamment à tout ce qui est euh, le commerce maritime et les grandes, tu vois, les grands échanges commerciaux. Il y a une espèce de nécessité qui est liée à la technologie, euh, où la technologie crée un nouveau monde. Le capitalisme, le capitalisme se développe avec enfin, la version en tout cas moderne du capitalisme, née avec la période, avec la révolution industrielle, avec toute la question de l'automatisation. euh, et, et en fait, la technologie, de fait, change le monde et pose la question, comme tu disais, de la téléologie. Euh, C'est-à-dire, est-ce que on est en train de contraindre la technologie pour poursuivre un but, ou est-ce qu'en fait, le but est lui-même défini par la technologie qu'on est en train de créer? Euh, et ça, je trouve que c'est hyper bien aussi. C'est Tony Reinke qui en parle dans son dernier livre qui s'appelle God and Technology, euh, et qui montre en fait que comment on dit, le prototype de ça, c'est la Tour de Babel, qui est un événement technologique avec ces nouvelles briques et cette nouvelle manière de construire, qui a une structure téléologique, c'est-à-dire que les hommes veulent s'assembler pour s'élever et pour se faire un nom. Et donc, la technologie euh, permet en fait ce but, mais quelque part, elle le crée aussi. L'homme fait les choses parce qu'il le peut, en fait. Et en fait, c'est aussi ça le truc de l'innovation, c'est tiens, est-ce qu'on peut faire ça? On va y aller et on essaye. Mais moi, ce que je trouve beau, pour finir avec ce truc de la technologie, c'est que à la fin, rien n'échappe à la providence de Dieu. Et donc, euh, malgré le nouveau pouvoir de l'homme, malgré cette nouvelle puissance que l'homme a acquise, Dieu est au-dessus des plans. Euh, un autre aspect, Raph, que Truman développe, c'est l'introduction d'un nouveau penseur après Charles Taylor, qui est Philip Riffe. Ouais. Et d'ailleurs, il va faire s'entrecroiser l'un et l'autre. Il va faire se connecter les idées des uns de l'un avec les idées des autres. Et là, Truman veut montrer la manière dont Philip Riffe réfléchit à la culture, euh, et il va identifier des mouvements. Alors, des mouvements que Truman dit être un peu trop simplistes pour expliquer, pour être une grande théorie là, Oui, oui. du monde, mais qui nous aident quand même à penser à très grands traits le Mm. rapport entre l'homme et la société. Ouais. Euh, Tu veux Oui. dire un truc? Oui, on va y venir, mais je voulais encore rebondir, moi, sur la question de la technologie. Ah, mais vas-y. euh, là-dessus. Vas-y, mon Non, gars. mais euh, euh, en fait, je pense que on ne se rend pas assez compte combien, en fait, certaines thèses de nos jours sont soutenues par justement la question de la possibilité technologique. Le fait qu'on ait totalement déconnecté la sexualité de la procréation Hmm, est le fruit de la technologie. La bien question de sûr, la ouais. contraception, l'accès à l'avortement avec une simplicité qui était, voilà, ou avant, et du coup, est aussi déconnecté de s'affranchir d'un cadre moral qui était là et a rendu ça aussi possible. Et c'est pour ça qu'on dit que la technologie n'est pas neutre aussi, c'est qu'elle permet à l'homme de faire ce à quoi il aspire. Bah, Enfin, de tendre. et puis comme je disais, l'un précipite l'autre. C'est-à-dire que le cadre moral n'est pas remis en question de fait quand on ne peut pas le remettre en question. C'est ça, Mais dès qu'on exactement. peut le remettre en question, il a tendance à être Mm. remis en question. Ben, c'est ça, exactement. Et ça, c'est la rébellion, quoi. C'est la nature de la rébellion. Et en fait, la réalité qui est comprise, il a une phrase, je trouve, hyper importante. Il dit l'autocréation est la routine de notre imaginaire social moderne. Et ça, rendu possible par la technologie. Et je pensais notamment, tu vois, au succès d'Apple.
Mm. Tu vois, où l'individu est devenu le centre. Tu vois, j'avais jamais réfléchi à ça avant, mais j'y ai réfléchi il y a quelques temps sur le fait, tu vois, avec tout l'iPhone, l'iMac, l'iPod, etc. Les Le i, high. c'est Ouais. du jeu, en fait. Et en fait, ce sont des outils qui sont conçus pour nous donner l'illusion que nous sommes au centre du monde et qui ont le pouvoir, en fait, de mettre le monde à notre service. Et c'est le génie d'Apple de dire que Ouais. grâce à nos outils, en fait, vous êtes au centre du monde et vous pouvez tout faire, vous pouvez tout créer, vous pouvez tout explorer, vous pouvez tout faire. Et c'est conçu pour vous et c'est facile. Voilà, et cette technologie si bien designée, parce qu'on bosse avec Apple au quotidien et j'aime beaucoup. Bah, en fait, c'est fait pour ça. En fait, tout est facile avec un Mac. Et en fait, ça façonne, ça va forger, ça participe. Apple participe à créer l'imaginaire social dans lequel je suis, où je peux conformer le monde un petit peu à ma volonté. Et on vit dans cette époque où on a finalement des possibilités innombrables. On a beaucoup plus de pouvoir sur le monde naturel qu'avant, grâce à tous ces outils-là. Et on parle et aussi, on peut tout modeler. Voilà. Et en fait, cette question on parle aussi, je vois le vocable de fluidité qui vient de partout sur l'emploi, la façon de travailler, de se déplacer, etc. Finalement, on voit que ça nourrit cette vision-là, qu'en fait, que tout est fluide et donc aussi, y compris notre identité. Et je pense qu'il y a ce biais-là, nous devrions en prendre conscience, en fait, du biais que permettent les technologies qui nous ont permis de nous éloigner de la nature, des réalités de la nature, on y est beaucoup moins contraint. Alors, quand la nature, si on la personnifie, se réveille, ou que Dieu, dans sa providence, va secouer la terre plus fortement, ou va amener un tsunami ou un truc, là, tout de suite, on fait moins les malins. On se rappelle qu'en fait, toute notre technologie, tous nos machins, on est vite, on est plus fragile qu'on ne l'imagine. Et c'est quelque part un des côtés positifs aussi de toute le, le- tout le mouvement avec l'écologie qui nous rappelle que les réchauffements climatiques, ça, en fait, rendent la vie impossible et que notre technologie, en fait, Mm. ne peut rien par rapport à ça. Mais avant notre époque et l'ère de l'industrialisation en particulier et de la digitalisation, en fait, on travaillait beaucoup plus en dépendant. Et en fait, quand tu travaillais, tu étais tout de suite confronté en fait, à la réalité. Tu travailles mal, tu construis mal, ça te tombe sur la tronche. Tu vois, tu t'occupes mal de tes bêtes, elles meurent. T'as pas assez de bois pour te chauffer l'hiver, tu vas te cailler. Tu vois, on était confronté à ça. Et à notre époque, on a beaucoup de disciplines de travail qui, en fait, est tellement éloigné de la réalité, de la nature, qui rend, en fait, nos travaux qui sont très théoriques, souvent, et conceptuels, et notamment si tu prends toutes les questions des sciences sociales, des philosophies politiques, elles peuvent persister sans être remises en question, parce qu'en fait, elles sont tellement pas en prise et elles se prennent tellement de distance par rapport à la réalité qu'elles ne sont pas confrontées assez rapidement aux conséquences dans la réalité de leur présupposés ou de ce qu'elles préconisent. Et si tu prends toute la question justement de la transidentité, c'est un truc qui est à la base tellement éloigné, en fait, qui tient surtout dans un monde conceptuel, dans un monde d'idées, que tu peux développer cette théorie très facilement sans être confronté tout de suite à la réalité. Sauf que quand, tôt ou tard, ça va avoir une implication sociale de plus en plus grande, tu le vois aujourd'hui dans les pays notamment nordiques qui ont été aussi les premiers, avec le Canada aussi et d'autres qui ont été les premiers finalement à embrasser toute la théorie du genre. Aujourd'hui, tu commences à avoir un mouvement inverse, et Taylor parle de ça, de ces effets zigzag. Tu vas avoir un mouvement inverse où tu retrouves aujourd'hui, en fait, tu commences à avoir les premières cliniques de détransition où tu as des personnes avec un petit peu de recul qui se sont rendus compte en fait de l'horreur et des conséquences terribles dans la réalité pour des individus. Et donc, du coup, en fait, je pense que
pour nous, c'est important de se rappeler là, de ce biais-là, de toute la puissance, en fait, du sentiment de puissance, de l'illusion de puissance que nous donne la technologie. Et tant qu'on est dans un monde conceptuel qui n'est pas en prise, en fait, avec la réalité, il faut en être conscient et se rappeler d'être humble face à toutes les théories philosophiques, sociales, et de se comporter un petit peu comme ben, les gens d'antan, où les résultats et les conséquences, elles étaient immédiates et évidentes, et qu'on devrait vraiment réfléchir quand notre société, elle devrait vraiment se remettre en question quand elle aborde des thèses ou elle avance des thèses comme ça, de se dire, mais attends, mais il y a des conséquences réelles à tout ça. Il y a des Hmm. implications concrètes pour les gens. Et donc, ne pas s'éloigner trop vite ou rester. Enfin, c'est très facile de rester dans ton bureau et de développer toute une théorie sur le genre, sur la sexualité, etc., quoi. Ouais. Euh, Et alors, peut-être un exemple plus près de nous, on s'éloigne un mm. petit peu du cœur de la question, mais tu vois, avec le Covid Ah, bah oui. et la question de la. Moi, je pense à la question de la diffusion des cultes. Mm. Tu vois, tout le monde a découvert que c'était possible, tout le monde a Ouais, eh découvert bah, que c'était plutôt simple, et tout le monde a dit, ah, on devrait le faire. voilà. Et on ne s'est pas rendu compte, et moi, tu vois, moi le premier, hein, Mm, mm. on ne s'est pas rendu compte le coût, à savoir comment ça allait redéfinir, et d'abord dans les faits, en fait, Ouais, d'abord dans les faits, notre manière de considérer non seulement le culte, mais aussi l'Église. C'est-à-dire c'est qu'en ça. faisant ça, on était en train de vivre et de dire quelque chose sans l'avoir pensé au préalable, mais parce qu'on avait pris une décision liée à une possibilité. On C'est a ça. dit, puisque c'est possible, on devrait le faire. On l'a fait et au bout d'un moment, moi, je me suis dit, attends, mais en fait, on est en train de faire quelque chose qui dit l'inverse de ce qu'on croit. Euh, Tu vois, sur ce qu'est le culte, ce qu'est l'Église. Euh, et en fait, on est en train de nourrir par notre pratique Mm. des idées qui n'étaient pas du tout celles qui nous ont poussés à adopter cette technologie. Tu vois? C'est ça. Et donc, encore une fois, on a fait les choses parce qu'on le pouvait, parce que la technologie elle était là, parce que peut-être il y avait des besoins immédiats. Et c'est aussi ça, la technologie se développe vite, elle permet de répondre à des besoins immédiats et les conséquences s'éloignent. Comme tu disais, il y a un éloignement social, je dirais, parce que ceux qui prennent les décisions n'ont pas à vivre les conséquences, mais il y a aussi un éloignement historique, dans le sens que on le voit là. Tu vois, les questions qui se posent sur le développement de l'intelligence artificielle, tout le monde est ouais, on y va, on y va. Nous aussi, on est dedans, on est là, c'est marrant, c'est machin, c'est pratique. Mais en fait, on peut pas et on ne peut pas mesurer la profondeur des changements dans notre société et dans notre manière de penser, de vivre le monde que ça aura à moyen et à long terme. Ouais. C'est ça. Donc, c'est une très bonne remarque et ça concourt en fait à montrer à quel point en fait le biais de la technologie sur notre capacité, le pouvoir que ça nous donne et l'illusion en fait qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, qu'on peut s'affranchir et qu'on n'accepte plus aussi les limitations de la nature qui sont là, avec des choses aussi. Et il y a des côtés très positifs dans le développement de la science et de la médecine, etc., pour soigner et tout ça. C'est pas le fait de dire attention, la technologie nous biaise tout et pourrit tout. C'est pas du tout ça. Mais c'est d'avoir ce discernement-là de ce que ça peut apporter, parce que la technologie, si on en revient à la question du bouquin, en fait, la technologie, aujourd'hui, permet de soutenir la thèse que tu peux être une femme enfermée dans un corps d'homme et que tu peux changer de corps. Que Hmm. tu peux prendre des hormones qui vont te faire pousser des poils ou qui vont arrêter ta croissance, que tu peux te faire des ablations, tu peux faire les opérations, etc. Avant, il n'y avait pas une technologie qui pouvait soutenir, être là pour permettre de porter cette thèse-là. Et aujourd'hui, la Avant, on se technologie, déguisait. voilà, tu allais te déguiser. Et c'était du travestissement. Et tu faisais semblant d'être. Et aujourd'hui, en fait, on croit qu'on peut vraiment être. Mais Hmm. là encore, c'est une illusion parce que en réalité, tu ne changes pas de sexe. Tu ne changes pas de sexe.
ton sexe, il est dans ton ADN. C'est chromosomique. Tu restes XX ou XY. Tu vas travailler sur l'apparence que les autres vont percevoir de toi. Tu vas travailler sur les organes sexuels, mais tu ne changes pas de sexe. Tu restes un corps féminin ou masculin sous hormones, mutilé, opéré, chirurgie esthétique, etc., etc. Donc, encore une fois, là derrière, c'est qu'une c'est qu'une illusion, quoi. Hmm. Bref, en bref, du coup, en fait, tu vois, en même temps, je suis en train de prendre une note pour moi-même et en même temps, en train Note pour moi-même. ouais, voilà. Si on en arrive à Philippe Rieff, alors Philippe Rieff, Yes. c'est un sociologue du 20e, un immense penseur, très peu connu chez nous. J'ai acheté du coup son bouquin là que je montre euh, sur le triomphe du thérapeutique, The Triumph of the Therapeutic. Euh, euh, Philippe Rieff, donc c'est un sociologue et selon Rieff, alors il a beaucoup travaillé sur les thèses de Marx, de Marx, n'importe quoi, de Freud notamment, et il part de la thèse qu'en fait une société elle est définie par un cadre qui lui-même en fait va fixer les interdits. Et il prend la thèse freudienne selon laquelle tout humain et toute civilisation cherche le bonheur et que le bonheur est toujours en lien avec sa satisfaction sexuelle. Et voilà ce qu'il dit dans la bouche de Truman. Si l'appétit sexuel est le moteur de la civilisation, alors la civilisation est réellement définie à sa base par une idée négative, par ce comportement qu'elle dénonce comme inacceptable et y renonce. Alors, il y a des normes sociales, il y a des normes sexuelles, il y a des interdits, etc. Ceci a des implications institutionnelles. La vitalité d'une culture dépend de l'autorité des institutions qui appliquent ou inculquent ces renonciations et les transmettent ainsi d'une génération à l'autre. La culture, au moins historiquement, oriente l'individu vers le monde. C'est dans les activités communautaires que les individus trouvent leur véritable identité. La confiance dans la culture traditionnelle est donc quelque chose qui est donné et appris et non quelque chose que l'individu se crée lui-même. Donc, que l'idée qu'on a derrière, c'est que avant tout, la société, la culture qu'elle va créer, va fixer un cadre, notamment pour les aspirations de l'homme, et va fixer des normes, va lui dire, voilà, notamment vis-à-vis de ta satisfaction, de ton désir, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu ne dois pas faire. Et ce n'est pas à toi de définir toi-même ce cadre-là. Et en fait, ce que fait Philippe Rieff, c'est qu'il va essayer de comprendre comment l'homme s'est développé dans le temps et s'est compris lui-même en rapport avec la société. Et que nous apprenons ce que nous sommes en apprenant comment nous conformer au but de la majorité de la communauté dans laquelle nous appartenons. La société crée un cadre et un autre comportement, est le fait de se conformer avec ça. Donc, ça rejoint cette question de cadre finalement transcendant. Là, c'est dans l'aspect social, c'est de se dire bah, la société a fixé des règles et je dois me conformer à ça. Et donc, il identifie, lui, quatre étapes, quatre grandes étapes dans la compréhension de l'homme. Il parle d'abord dans l'histoire de l'humanité, de l'homme politique. Il vit une vie communautaire et trouve son identité dans les activités de la communauté. Et donc, en fait, ce qui faisait que tu étais ton identité, elle se construisait dans le fait que en fait, tu participes aux vies de la communauté. Tu vas au marché avec les autres, tu fais partie de tu vas à l'aéropage avec les autres. Et que l'homme politique va finalement vivre dans la police, dans la société, va trouver son identité là-dedans. Ensuite, il dit que dans l'histoire, Riff s'est développé la religion. Et donc là, on va passer à l'homme qui va se comprendre, c'est l'homme religieux qui va se comprendre par rapport à la religion. Peut-être tu veux prendre le relais pour pas que je fasse un monologue. Ouais. Après, avec le développement notamment de l'industrie, on arrive à l'homme économique, où l'homme trouve son identité dans son activité professionnelle. Et d'ailleurs, euh, jusqu'à il n'y a pas longtemps, et puis il y a des overlaps, bien sûr, entre ces différents mouvements. Je veux dire, ce qui nous définissait d'abord,
jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était ce qu'on faisait. Et c'était une des premières questions qui venaient. Euh, et enfin, Riff, euh, et c'est là qu'il y a un overlap avec Taylor, parle de l'homme psychologique. Et c'est là où il y a la grande rupture pour Riff, c'est-à-dire que, au contraire de l'homme politique, l'homme religieux, l'homme économique, ici, l'homme psychologique, il ne trouve pas son identité dans sa participation à des activités extérieures à lui, dans la vie de l'activité, mais dans la quête personnelle du bonheur. C'est Et ça. justement, c'est ce qui va, pour Riff, définir la modernité, définir le moi moderne, définir l'homme moderne, cet homme psychologique. C'est que c'est lui-même qui définit son sens. Comment? En suivant l'expression de ses sentiments et de ses désirs. Et là, je trouvais que le rapport entre le 3 et le 4 et la rupture, elle était super bien illustrée justement par Truman en disant bah, euh, c- cette, ce changement-là au niveau sociétal, eh bien, il s'inscrit aussi dans notre histoire et dans notre manière de réfléchir le monde. Et il prend l'exemple de son grand-père et il dit, mais si on avait demandé à mon grand-père, est-ce que ton travail est satisfaisant? Il dit déjà, il y a de fortes chances pour qu'il ait trouvé la question un petit peu saugrenue, quoi. Il se demande, mais pourquoi tu me demandes ça? Et ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ouais, c'est ça. Euh, mais il aurait répondu, en fait, euh, avec des critères qui étaient, est-ce que mon travail permet de nourrir et d'habiller ma famille? Et dans ce sens-là, sa famille, quelque chose qui était extérieur à lui-même, et puis la première cellule de la société et de la culture, c'est ça qui aurait défini sa réponse. Et est-ce que ton travail est-il satisfaisant? Il aurait, en réfléchissant comme ça, probablement dit oui, parce que le travail lui permettait de remplir les buts que lui-même avait par rapport à sa famille. Et c'est là aussi où la question des vocations, j'en place une pour les vocations, est Mhm. particulièrement important justement dans le cadre de notre résistance culturelle. C'est-à-dire que euh, comment nous, on va trancher avec l'imaginaire social développé et la vision du monde du moi moderne, euh, comment on va articuler une apologétique culturelle, c'est par la résistance culturelle. Et cette résistance culturelle, pour moi, elle passe d'abord par l'évocation. C'est-à-dire que euh, c'est en redéfinissant notre identité en lien avec nos responsabilités qu'on va de fait, de facto, se placer dans un cadre transcendant. Euh, Ça. bref, Et pas que- définir notre identité en fonction de nos aspirations personnelles, de nos ambitions exactement. personnelles, de ce qui a du sens pour nous. C'est là la résistance, quoi. C'est ça. La première question, c'est pas qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce qui me fait plaisir, Mm. mais c'est qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier. C'est ça. Et Truman, il dit, mais mon grand-père, il aurait répondu ça. L'homme moderne, il va répondre en fonction de ses sentiments. Donc, ton Mm. travail est-il satisfaisant? Il va même pas penser à l'économie du foyer. Il va pas non plus penser à la dimension de ses vocations, mais il va penser à l'intérieur de lui et dire, est-ce que vraiment, au fond de moi, ce travail m'apporte ce que je voudrais Épanouissement, qu'il mm. m'apporte? Satisfaction L'épanouissement, intérieure, exactement. épanouissement, est-ce qu'il y a du sens, etc. Et c'est la Après, question du bonheur. Est-ce que le bonheur est défini par quelque chose qui est extérieur à moi ou pas? ouais. Après, c'est vrai qu'on a aussi des. Je pense que pour. Alors, effectivement, alors, donc, si je fais le résumé, Riff, lui, il dit qu'il y a plusieurs. L'homme s'est compris de façon différente dans le temps. D'abord, par rapport à sa vie sociale, son identité, c'est le fait qu'il appartenait à une communauté, c'est l'homme politique, le fait qu'il participe à la vie de cette communauté avec les autres. Ensuite, il y a l'homme religieux, et ça, c'est typiquement le Moyen-Âge. On trouve son identité dans le fait qu'on appartient à la manifestation publique de la religion. On va à la messe, on assiste aux fêtes religieuses, on fait les pèlerinages, on prie avec les autres, En fait, on prend les c'est ce qui sacrements fait avec le les lien autres. de la société à chaque fois. C'est ce qui fait le lien de la société. Ensuite, c'est l'homme économique.
avec le développement de techniques. Donc, c'est dans tout le travail. C'est quoi ton identité? Bah, c'est le fait que euh, t'es forgeron, t'es dans l'industrie, t'es médecin, t'es architecte, t'es voilà. Et aujourd'hui, on est dans cette vision de l'homme psychologique, c'est qui tu es. Et ben en fait, l'homme ne regarde plus à ce qu'il fait, à sa participation au monde, à la religion, à la vie sociale, au travail, etc. Il va regarder uniquement à l'intérieur de lui. Et là, bon, bien sûr, c'est très critique et Truman le relève. Je ne pense pas que l'idée de Riff soit d'être si catégorique comme ça, mais de montrer ce qui prédomine. Surtout en premier lieu, ce qui est convoqué en premier lieu, ce que l'homme convoque en premier lieu pour comprendre qui il est, et ben, à notre époque, ça va être cet homme psychologique, ça va être d'abord regarder à l'intérieur de lui-même. Mais la dimension psychologique du sens de la vie, elle a toujours existé, et Truman le rappelle, que tu regardes même dans les écrits bibliques, pour Paul, c'est vrai qu'il mentionne aussi Augustin, et quand tu lis les Avec les confessions confessions, ouais. d'Augustin, Ouais. voilà, la question du sens de la vie, et la dimension psychologique, elle est vraiment très forte. C'est pas quelque chose qui a émergé comme ça, mais c'est quelque chose qu'il faut retenir que l'homme, nous, on pense que l'homme s'est toujours compris comme ça, mais en fait, pas du tout. Et ça, c'est très intéressant quand tu regardes, en fait, souvent quand on regarde des films, tu sais, sur l'Antiquité, on parle des anachronismes, dans le Hmm. fait où on peut se planter sur l'histoire, etc. Mais en fait, tous les films qu'on regarde sur l'histoire, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'ils nous parlent de l'histoire souvent avec la psychologie d'aujourd'hui. Et Hmm. c'est là, en fait, où il y a une vision du monde d'aujourd'hui qui, en fait, est mis dans des personnages de l'Antiquité. Et on serait Et, choqué de eux voir seraient quelque choqués, en chose fait, mais de légitime. exactement, qui est en fait le fruit de la pensée moderne et du moi moderne, en fait. Et ça, c'est totalement anachronique. Donc, il va peut-être être habillé comme à l'époque, mais en fait, dans sa façon de penser, pas du tout. Et ça, souvent, tu le regardes dans la vision, en fait, justement, de la religion au Moyen Âge. Et Raph, Souvent, elle est présente. Oui, vas-y. si je peux me permettre, on voit la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène qui s'appelle le passé du futur. Euh, Quand tu Oui, regardes Retour vers mais oui, bien sûr. le futur du film, c'est le futur de 1984. Et donc, Ouais. euh, tout ce qui est imaginé pour penser le futur, c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a de plus à la Et pointe dans le présent. exactement, tout à fait, tout à fait. Et tu regardes les Star Wars, la technologie du futur, c'est des gros boutons rouges encore sur des consoles comme ça, c'est des trucs, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, nous, on dirait, mais c'est des technologies qui sont complètement archaïques, tu vois. Exact, ouais. Mais c'est avec ça que tu allais sur la Lune. Donc, mais on voit encore une fois le biais aussi que dans la vision du monde et dans l'imaginaire social de la technologie. En fait, on imagine, enfin, on imagine le futur comme aujourd'hui et le passé comme aujourd'hui, au final. Et c'est pareil dans l'Apocalypse. C'est pareil dans l'Apocalypse. C'est pareil dans Ésaïe, quand Exact. il voit les navires de Tarsis, je me souviens, qui viennent apporter les trésors de la terre à l'Éternel. Voilà, c'était les navires de guerre de l'époque. Voilà, il utilise, il emprunte à ce qui lui est contemporain pour décrire aussi l'éternité. Donc, effectivement, voilà. Euh, euh, et donc, le retournement essentiel de l'homme psychologique, c'est que désormais, il comprend les institutions qui sont autour de lui, le monde qui est autour de lui, tout ce qui lui est présenté, et notamment la question de la thérapie, ça c'est vraiment lié à Riff, au Hmm. service du développement de son épanouissement psychologique intérieur et non pas tout ce qui l'entoure, la société et tout ce qu'elle produit, pour l'aider à trouver sa place dans la société. Les institutions-là sont là pour nous conformer dans notre psychologie. Elles sont là Hmm. pour nous permettre, le monde extérieur est au service de notre épanouissement personnel. Et ça, c'est le grand shift qu'analyse Riff. Et qui pour lui, en fait, il y a un pivot avec Freud. Et c'est ce qu'on appelle l'individualisme expressif, qui est une notion clé dans le livre de Truman, qui est une notion utilisée pour décrire une idéologie qui a vu donc cette idéologie qui a vu le jour au XXe siècle, une
idéologie qui, aujourd'hui, finalement, rayonne et une emprise domine la culture occidentale. L'individualisme expressif, c'est le point de vue selon lequel le but de l'existence d'une personne, c'est d'être elle-même, d'être authentique, d'être vraiment ce qu'elle est, ce qu'elle pense être. Et que pour que les individus soient authentiques, ils doivent aligner leur vie sur leurs désirs les plus profonds. Tu n'es pas authentique si tu ne vis pas en conformité avec ce que tu as au fond de toi. C'est la reine des neiges. C'est libéré, délivré. On ne va plus rien m'imposer. Maintenant, je suis libre d'être ce que je veux être. Et c'est comme ça que je suis authentique. C'est comme ça que je suis vrai. C'est quand je suis vrai par rapport à moi-même. Et ce qu'on attend de la société, d'une société moderne, c'est qu'elle applaudisse les individus qui alignent leur vie sur leurs désirs les plus profonds, qu'elle encourage et qu'elle dise waouh, c'est ça, cette personne a vraiment compris comment on doit vivre aujourd'hui et que Et elle est la société courageuse. va. Ouais, elle est courageuse, elle est authentique, c'est comme ça que je dois vivre. Et donc, on a une société, et quand tu regardes tous les. Et en fait, c'est ça que les gens ne se rendent pas compte. Mais euh, les, combien de films ont pour trame de fond la personne, en fait, qui va devenir qui elle a envie d'être? C'est toute l'industrie d'Hollywood. C'est tu deviens vraiment celui que tu veux. Tu t'affranchis du train-train, tu t'affranchis de ce que la société veut de toi, tu t'affranchis de ce que tes parents veulent de toi et tu deviens celui que tu veux. Mm. Et en fait, ça fait partie du ferment, ça fait partie du terreau qui est favorable à l'idée de pousser cette réflexion-là, de dire, mais en fait, c'est aussi vrai pour ton corps. Euh, c'est à toi, c'est à ta psychologie, c'est pas ton corps, ta biologie, tes chromosomes qui disent qui tu es, c'est ta psychologie, c'est toi qui dis qui tu es. Mais tout La ça a été, société doit voilà, t'aider et te permettre c'est ça. de Et c'est la réaliser ça. vocation de la société, c'est ça. C'est que la vocation de la société, c'est pas juste même d'accepter que tu fais ce que tu veux, c'est qu'elle doit le promouvoir, que tu cherches à être ce que tu veux. Et si elle ne fait pas ça, elle est défaillante. Elle est défaillante, autoritaire Mm. et tyrannique. Tyrannique, C'est-à-dire ouais. que on en vient à un renversement. C'est-à-dire si la société euh, ne, ne garantit pas, ne protège pas, ne permet pas et ne renforce pas l'expression de soi, alors c'est une société, et on va le voir aussi, hein, ce qu'a amené Marx, d'oppression. Ouais, C'est où on a encore une classe d'élite qui veut opprimer une classe inférieure. c'est ça. Et ça combiné à du marxisme, ouais, c'est terrible. Et en fait, c'est ça aussi qui est le terreau de ce soft totalitarisme, où en fait, maintenant, tu as une doxa qui est que les gens doivent être conformes à ce qu'ils veulent être, et toute personne qui va remettre ça en question, en fait, elle n'a pas le droit parce qu'elle empêche les gens d'être ce qu'ils veulent être. Euh, Mais ouais, mais il y a mais il y a une question, ça c'était une première question. En tout cas, enfin, Truman avait posé deux questions. La première, c'est, OK, tu peux être ce que tu veux, mais pourquoi c'est important que l'identité soit reconnue publiquement? Et donc ça, c'est la notion de reconnaissance que tu viens de souligner. Euh, au lieu de s'adapter aux normes de la société, c'est la société qui s'adapte à l'homme moderne. Mais il y a une question qui demeure, c'est et que, et que Truman, parfois, il est un petit peu mordant dans ses un peu exemples. taquin, ouais. Il dit, mais alors pourquoi c'est impensable de ne pas faire le gâteau de mariage d'un couple gay, sous peine d'être poursuivi, hein, c'est pas juste. C'est-à-dire Oui, que c'est un cas c'est fameux aux États-Unis qui avait eu un procès. exactement. Ouais, C'est même pas qu'on a que c'est OK d'avoir un avis différent, c'est que tu peux être poursuivi pour quelque chose qui est non essentiel. C'est-à-dire, les gars, ils peuvent avoir un gâteau dans n'importe quelle pâtisserie. Bref. Mais pourquoi c'est impensable de ne pas faire un gâteau pour le mariage d'un couple gay, alors que c'est impensable d'imaginer faire un gâteau qui fait l'éloge du Ku Klux Klan ou alors qui glorifie l'inceste, qui sont encore deux tabous de la société.
Et donc, ici, Charles Taylor, justement, parle des politiques de la reconnaissance. Euh, et il dit que, et là, il souligne aussi un paradoxe qui est en fait une des données dont personne ne peut s'affranchir. C'est-à-dire que même après l'émergence du moi individuel, même après l'émergence du moi moderne, on ne peut pas penser la relation de l'homme au monde sans penser la culture et la relation entre l'individu à la société. Et donc, pour Taylor, il dit l'identité ne peut se forger que dans les relations. Et c'est ce qui explique l'avènement du moi moderne. C'est-à-dire, c'est pas juste un mec qui a dit dans son coin, bah voilà, mais en fait, euh, notre identité, elle est liée à la fois dans l'inscription de notre cercle relationnel, la famille, les amis, le collègue, la société, mais aussi à un besoin d'appartenance. Et c'est là la question. On a besoin de créer une communauté, on a besoin de créer un environnement où les autres me reconnaissent pour qui je suis, pour être vraiment moi. Et en fait, la quête de l'authenticité ne peut se faire que dans la communauté. C'est ça. Euh, un individu ne peut s'affirmer, ne peut affirmer son identité que en s'inscrivant dans sa communauté. Et c'est la communauté qui définit la légitimité d'une expression individuelle. C'est-à-dire euh, au final, ce n'est pas vrai que je peux faire et dire ce que je veux. Il faut quand même une communauté qui vienne valider, qui vienne sanctionner la légitimité du moi authentique. Et donc, finalement, on n'est pas authentique qui veut. C'est ça. Euh, c'est ça, complètement. Pardon. Je trouve que euh, aussi, il y a une question euh, vraiment importante pour nous, c'est de comprendre que dans notre société du coup occidentale, on y reviendra après là-dessus, mais sur la place des institutions qui sont des lieux où on apprend à se réaliser, qui sont là pour nous permettre de nous réaliser et non pour être formés ou pour être, ouais, voilà, pour être formé, pour être instruit. Et il dit que ça s'explique en partie par le souci de faire des salles de classe, notamment si on prend l'exemple des écoles, qui soient des lieux sûrs où chaque élève seront non pas sans être exposé à des idées susceptibles de le remettre en question leurs croyances et leurs engagements les plus profonds, mais pour être affirmé et rassuré. Et où finalement, chacun, le discours, ça ne va pas être de dire, voilà, il y a une norme, voilà comment vous devez vous comporter, mais c'est de dire à chacun, mais, voilà, chacun, comment vous pouvez devenir ce que vous voulez être, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes ça, tu peux l'appliquer aussi à beaucoup d'églises. C'est que on comprend de plus en plus l'Église comme étant un lieu qui est là pour où tu vas pour en fait qui est thérapeutique quoi. Une Hmm. église qui est là pour te faire du bien, te faire des câlins, te permettre de t'accomplir dans qui tu es et que même la vision de l'enseignement, il est là pour te parler que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie, que Dieu veut ta réussite dans tel et tel domaine, que tu voilà. Et finalement, on en revient aussi à cette question d'évangile de la prospérité ou d'évangile de la modernité, je ne sais pas comment il faudrait le dire aussi, où tu as Ça te fait un article, Raph. L'évangile mais de la modernité. l'évangile de la modernité, ouais. En fait, l'évangile de la prospérité est une expression d'un évangile de la modernité, en fait, et Hmm. du moi moderne, qui est là pour te permettre de, non pas t'apprendre à te conformer à la volonté de Dieu, mais en fait de dire que Dieu est au service de ton épanouissement personnel. Et en fait, les gens pensent être bibliques et ont cette lecture même de la Bible. C'est une herméneutique, en fait. C'est qu'après, c'est comme ça que tu lis les textes et Dieu a une parole pour ta vie, Dieu a un machin pour ta vie, pour ta vie. En fait, c'est toi qui es au sens et tout va dans le sens de te permettre d'exprimer ton plein potentiel. Et le but de Dieu, c'est de te permettre d'être toi authentiquement, d'être Et, pleinement toi et rien que toi, tu vois. et le Et non culte plus de te ne devient conformer pas. à l'image de Jésus-Christ. Ouais, c'est ça. Et le culte ne devient plus un, un espace communautaire où la voix, c'est celle de l'assemblée,
c'est ça. et un espace où le principal acteur, c'est Dieu qui nous adresse sa parole et nous lui répondons, mais devient le lieu où chacun doit pouvoir s'exprimer individuellement Mm. et trouver son bonheur. C'est-à-dire que C'est ça. le prédicateur ne nourrit plus le troupeau, il doit faire un menu personnalisé pour chaque brebis, quoi. C'est ça. Et où chacun vient non pas adorer avec les autres, mais vient faire son shoot personnel. En fait, tu adores les uns à côté des autres, mais plus ensemble, quoi. Tu vois, où chacun est dans Mhm. son truc. Et tu le vois dans même le fait de transformer les églises en salles de concert, tu es dans la musique noire, les fumigènes, tu as les yeux fermés, tu es dans ton coin, tu es dans ta bulle, en fait. Et les gens viennent pour se mettre dans leur bulle et consommer des services qui leur permettent de nourrir leur spiritualité égocentrée. Mais c'est tout sauf ce qu'est l'église, quoi. Et c'est là aussi où encore doit se manifester la résistance culturelle. C'est ça. Dans notre manière de vivre l'Église, en fait, tu peux être une Église qui cherche à prêcher l'Évangile, mais qui va, par souci de contextualisation, on en avait déjà parlé, en fait, ne pas se rendre compte qu'en fait, elle est en train de nourrir ce qu'elle veut combattre Ouais. par la forme, et qu'on ne réfléchit pas encore assez à la forme de tout ça, quoi. Et d'ailleurs, on le voit, et peut-être on en parlera, et je sais pas si ça m'étonnerait que Taylor le fasse, mais peut-être nous, on en fera une lecture de justement de l'émergence d'un évangélisme moderne Ah, qui, ça, c'est Kay Smith, James Kay Smith. Là-dessus, il y va à bras raccourcis. ouais, qui Ah ouais, en fait arrive comme le moi moderne qui veut renverser toutes les traditions, tout ce qui a fait le passé, faire c'est table ça. rase un petit peu. Ouais. C'est exactement ce qu'on vit dans nos églises, c'est-à-dire euh, on ne veut ni emprunter ni reconnaître ceux qui nous ont précédés Mm, et on veut tout réimaginer, on veut faire table rase, quoi. mm, mm. Ouais. Et c'est ça. Et l'idée, dans une société thérapeutique selon Riff, avec le moi moderne, c'est que la société ne doit pas créer de préjudice psychologique. Il ne faut pas heurter les personnes dans ce qu'elles sont. Et c'est pour ça que utiliser un langage péjoratif à propos d'une pratique sexuelle d'une personne va ne plus être compris comme étant quelque chose de trivial ou un peu de malséant, un peu de vulgaire, mais comme une offense à ce qu'elle est. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est ce qui explique aussi toute la question de l'émergence de tout ce qui est le langage de phobique, transphobe, homophobe, etc. Où tu es, enfin, as des trucs, je ne veux pas aller expliciter, mais une fois, j'ai écouté un débat sur la question de l'homophobie dans le foot. Et en fait, selon une certaine insulte que tu pouvais dire à l'arbitre, qui était voilà, où en fait, où c'est clair que c'est mal poli, que c'est vulgaire, que c'est voilà, c'était compris comme étant une atteinte homophobe. Tu vois, Hmm. comme quelque chose qui a caractère homophobe. Et ce qui n'est plus compris comme étant le fait de haïr les homosexuels pour leurs pratiques et de leur vouloir du mal, tu vois, de chercher à leur nuire, tu vois. Et du coup, en fait, t'as une espèce de vampirisation comme ça qui est faite par tout le vocable qui s'étend à tout parce que si tu crées un préjudice psychologique chez une personne qui est concernée par quelque chose que tu dis, eh bien, en fait, tu n'as pas le droit de le faire parce que ça ne correspond pas à l'éthique dans laquelle tu es de la société. Et du coup, en fait, tu vas être un phobe, tu vas être quelqu'un qui va faire voilà. Et Truman souligne avec pertinence que ça représente un sérieux défi pour un des fondements de la démocratie occidentale, qui est la liberté d'expression. Où une Hmm. fois que le préjudice et l'oppression sont considérés comme des catégories qui sont avant tout psychologiques, la liberté d'expression devient une partie du problème et non la solution, car les mots deviennent des armes potentielles au préjudice psychologique des personnes. Et donc, même si toi, tu dis, mais je n'ai plus le droit d'offenser qui que ce soit par mon discours, en fait, tu ne peux plus t'exprimer comme tu veux. Et même, est-ce que tu peux être dans une quête de vérité? Est-ce que tu peux être dans un débat contradictoire? Est-ce que tu peux être dans une remise en question des gens? En fait, de moins en moins. Et ça explique aussi beaucoup de choses sur le fait que tu peux plus faire. On le voit, et souvent les artistes se plaignent de ça, la question de la censure, de l'autocensure. D'abord de plein d'artistes, parce qu'en fait, tu as peur de te faire taxer de transphobe ou trans quelque chose,
Et à partir du moment où tu es trans quelque chose, enfin, tu es phobe quelque chose plutôt, mais alors là, tu es Et t'es foutu. cancel. Tu es Ouais. cancel. Tu cancel parce que c'est plus du tout adapté. Et ça, peut-être, il y a le concept qui est intéressant, qui vient ensuite. C'est le concept, alors là, chapeau si on arrive à le prononcer d'emblée, c'est le concept de Sittlichkeit. Sittlichkeit, c'est bien ça? Tu le prononces comment, toi? Moi, je le prononce pas. Je Tu le le prononces lis pas. et Voilà. je dis, ah tiens, Donc, j'ai pas fait allemand. voilà, c'est ça. C'est ça. En fait, c'est terrible, les philosophes allemands, c'est terrible. Bref, c'est un concept de Hegel. C'est un concept, en gros, pour faire simple, c'est pour expliquer les obligations morales qu'il y a au sein d'une communauté à laquelle on prend part. En gros, c'est la dimension éthique de l'imaginaire social. Il y a une éthique qui est partagée et que l'individu va trouver sa place dans cette société si il se soumet, il se conforme, il se comporte selon les conventions de cette société, et notamment ces conventions éthiques. Et que l'expression individuelle, euh, elle est acceptée quand elle va dans le sens de l'éthique communautaire. Si tu présentes une éthique personnelle qui n'est pas conforme à l'éthique communautaire qui est véhiculée dans l'imaginaire social, et ben là, tout de suite, tu vas être rejeté. Et aujourd'hui, toutes les thèses de la théorie du genre et de LGBTQIA+, etc., sont reconnues par le Sittlichkeit de notre société. Euh, et voilà. Et donc, voilà. Et il dit hein, que ce Sittlichkeit, c'est la structure morale intuitive de notre imaginaire social moderne qui va donner aujourd'hui la priorité à quoi? On se le donne dans le mille, la victimisation, qui voit l'identité personnelle en termes psychologiques, qui considère les codes sexuels traditionnels comme étant oppressifs et privateurs de vie, et accorde une grande importance au droit à l'individu à définir sa propre expérience. Ça, c'est le Sittlichkeit concernant la question de la sexualité, de l'authenticité. Et donc, en gros, si tu dis aujourd'hui que tu n'es pas d'accord avec des codes sexuels ou que tu aimes, que tu souscris à une vision, ce que lui dit traditionnelle, nous on dirait peut-être biblique, de la sexualité, et ben en fait, tu vas être oppressif. Et ça veut dire que tu juges, que tu vas empêcher les autres, que tu ne veux pas que les autres soient authentiquement eux-mêmes, parce que c'est quelque chose qui est opposé à ça, quoi. Tu sais ce qui aiderait chacun à se sentir authentiquement soi-même, Raph? Vas-y, dis-nous. C'est de mettre 5 étoiles au podcast. Oui, tout à fait. Nous mettre 5 étoiles et nous partager ça à vos amis et d'écrire en commentaire sans faire de faute et sans aller chercher Ah ouais! sur Internet comment ça s'écrit, Sittlichkeit. Bravo, bravo, bravo. Si Et vous arrivez à faire ça, bah, chapeau les amis. c'est le premier épisode donc d'une série où on va aborder chapitre après chapitre cet ouvrage majeur de Carl Truman. Mettez-nous en commentaire peut-être euh, le, l'outil, le concept. En fait, ce qu'on veut faire avec cette série, c'est simple, c'est de vous proposer une caisse à outils de concepts qui vous aident à penser le monde et qui vous aident à voir comme Dieu voit. En fait, on poursuit toujours le même but. C'est ça. Pour cet épisode, mettez-nous en commentaire quel est le concept qui vous aide le plus ou qui vous a le plus interpellé et pourquoi. Très très bonne proposition, Matt. Eh ben, on se retrouve la semaine prochaine pour aborder la suite. Avec plaisir. À bientôt, Mathieu. Allez, salut!